L'air du restaurant, le Cénacle, était imprégné de l'odeur de l'argent, non pas l'odeur fraîche et vulgaire des billets neufs, mais le parfum d'ambiance surannée de la richesse, un mélange de Bordeaux millésimé, de truffes poêlées et des fragrances subtiles et coûteuses portées par sa clientèle. Hélène Martel se déplaçait dans cette atmosphère comme un fantôme, son uniforme noir une ombre se découpant sur le décor crème et or du restaurant. Depuis 8 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Son travail consistait à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, à remplir un verre d'eau sans interrompre une conversation feutrée sur des fusions ou des divorces, et à être oubliée à l'instant même où elle s'éloignait de la table. Ce soir-là, sa section comprenait la table 7, l'alcôve la plus convoitée du restaurant, offrant une vue panoramique sur les toits de Lyon. Et à la table 7 était assis Julien Dubois. Même parmi les titans de l'industrie qui fréquentaient le Cénacle, Dubois était un léviathan. En tant que PDG d'Eto Capital, il faisait bouger les marchés d'un simple communiqué de presse. Son visage était une figure familière des chaînes d'information financière, un visage ciselé et confiant avec des yeux qui semblaient avoir un éclat calculateur permanent. Sa fortune personnelle était légendaire, cristallisée dans son domaine des Monts d'Or, une propriété tentaculaire connue sous le nom de Le Sérail, évaluée à la somme stupéfiante d'1 milliard d'euros. Il ne dînait pas avec une top modèle ou un sénateur ce soir. Son compagnon était un homme nerveux et dégarni nommé Arthur Clément, associé principal d'un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville. Clément touchait à peine à son assiette de coquilles Saint-Jacques poêlées, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il sirotait un verre de cognac. Dubois, en revanche, était l'image même du calme. Il mangeait son steak avec une précision méthodique, parlant d'un ton bas et mesuré qui forçait Clément à se pencher, son anxiété formant un champ palpable autour de lui. Hélène était une observatrice hors pair, une compétence affinée par des années à survivre grâce au pourboire et à lire les indices subtils de ses clients. Elle remarqua la légère lueur de sueur sur le front de Clément, la façon dont le sourire de Dubois n'atteignait jamais tout à fait ses yeux gris et froids. Elle remplit leur verre d'eau, son mouvement silencieux et fluide. Ce faisant, elle vit qu'un mince portefeuille en cuir était posé sur la table entre eux. « Le transfert est irrévocable, Arthur, » dit Dubois, sa voix une menace soyeuse. Marc comprend les termes. Il est dans sa retraite spirituelle, injoignable. Le temps qu'il revienne, Eto sera consolidé. Ceci est sa signature confirmant la vente de ses dernières actions. C'est une formalité. Clément déglutit difficilement. Bien sûr, Julien. C'est juste la rapidité de la chose, et avec Marc qui est incommunicado au bouton. La clarté est une vertu, l'interrompit doucement Dubois. Il ouvrit un magnifique stylo-plume, un Mantblank. Il sortit une seule feuille de papier vélin épais du portefeuille. Nous signons, vous certifiez, et le virement est initié. Simple. Hélène se retira dans l'ombre du poste de service, son attention apparemment concentrée sur le polissage de l'argenterie, mais ses yeux étaient attirés par le drame qui se déroulait à la table 7. C'était la partie de son travail qu'elle trouvait fascinante, ces aperçus d'un monde si éloigné de son propre studio exigu à la Croix-Rousse. Elle regarda Dubois décapuchonner le stylo, mais il ne signa pas son propre nom. Il fit glisser le document vers un espace vide de la table, l'inclina légèrement, puis sa main se mit à bouger. Il signait pour l'associé absent, Marc Fournier. Hélène retint son souffle. Elle savait intellectuellement que cela arrivait. Procuration, pouvoir, mais l'énergie. Furtive à la table, la terreur visible de Clément. Cela semblait déplacé. Elle regarda la main de Dubois se déplacer sur le papier. C'était une signature flamboyante, pleine de boucles confiantes et d'un trait de soulignement décidé. Il poussa ensuite le document vers l'avocat, qui sortit rapidement un tampon de notaire et apposa le sceau sur le papier avec un bruit sourd et discret. L'affaire était conclue. Ils parlèrent encore quelques minutes. Puis Dubois paya l'addition avec une carte de crédit noire, laissant un pourboire qui représentait plus que le budget d'épicerie hebdomadaire d'Hélène. Alors qu'il se levait pour partir, la mallette de Dubois effleura une corbeille à pain à moitié vide. Un morceau de papier, une fine copie carbone du document qu'il venait de signer, tomba sur le sol sans que personne ne le remarque, atterrissant à moitié caché sous la lourde nappe. Après leur départ, Hélène s'approcha de la table pour la débarrasser. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas ses affaires. Elle devrait simplement le jeter. Mais quelque chose la poussa à agir. Ses mains, habituellement si stables, tremblaient tandis qu'elle ramassait la feuille fragile. Et puis elle le vit. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était qu'une signature, un nom, Marc Fournier. Mais pour Hélène, c'était une scène de crime en miniature. Son père, un immigré espagnol, avait été un maître calligraphe. Il n'avait jamais gagné beaucoup d'argent, mais il avait une passion profonde et révérencieuse pour l'écrit. Il avait appris à Hélène non seulement à écrire magnifiquement, mais aussi à lire une ligne d'encre.
Une signature honnête coule, ma chérie, disait-il, son doigt traçant une courbe dans l'air. Elle a de la vie. Elle a de la vitesse. La pression change. Elle commence légèrement, appuie au cœur du trait, et s'envole comme un oiseau qui prend son envol. Une contrefaçon est une chose morte. Elle est dessinée, pas écrite. La pression est uniforme. La ligne est hésitante, pleine de poses contre nature, où le faussaire pense au lieu de sentir. C'est un fantôme dans l'encre. Hélène fixa la signature sur la copie carbone. C'était une imitation magistrale, presque parfaite. La forme était correcte. Les boucles étaient aux bons endroits. Mais sous l'éclairage tamisé et romantique du cénacle, elle vit exactement ce que son père lui avait appris à voir. Il n'y avait pas de variation subtile de pression. Les traits ascendants étaient aussi lourds que les traits descendants. Elle pouvait voir de minuscules hésitations, presque microscopiques, au sommet du M et du F, là où une main naturelle aurait été à son plus rapide. Le trait de soulignement final, censé paraître audacieux et décidé, avait un léger tremblement. C'était une ligne morte, une copie parfaite et sans âme. C'était un fantôme. Une terreur glaciale l'envahit. Julien Dubois, le titan milliardaire, venait de contrefaire une signature sur ce qui semblait être un document de plusieurs millions d'euros, juste devant elle. Et elle tenait la seule preuve. La fragile copie carbone semblait aussi lourde qu'un lingot d'or dans la poche du tablier d'Hélène. Pendant tout le reste de son service, elle fonctionna en pilote automatique. Elle servit des Chateaubriand et décanta du vin, sourit à des clients arrogants et débarrassa les débris de leur repas somptueux, mais son esprit rejouait la scène de la table 7 en une boucle écœurante. Le tremblement dans la main de Dubois, la sueur sur le front de l'avocat, la ligne morte de la signature. Quand son service se termina enfin à 2 heures du matin, elle ne rentra pas directement chez elle. La ville semblait trop bruyante, trop chaotique. Elle conduisit sa vieille Renault Clio jusqu'à la colline de Fourvière, le même endroit où elle allait quand la solitude de sa vie devenait trop suffocante. De là, la ville était une galaxie tentaculaire de lumière, belle et impersonnelle. Là-bas, dans l'un de ces îlots scintillants des Monts d'Or, se trouvait le sérail, le monument de Julien Dubois à lui-même. Là-bas, un homme dormait profondément, croyant son crime parfait. Hélène sortit la copie carbone de sa poche. Le papier était froissé et sentait légèrement le pain au levain. Sous la faible lueur du plafonnier, la signature défectueuse semblait lui crier dessus. « Oublie ça, Hélène. » La voix de l'instinct de conservation était forte et claire. « Tu es une serveuse. C'est Julien Dubois. Qui es-tu? Qui te croirait jamais? Tu perdras ton emploi. Pire. Un homme comme ça, il ne se contente pas de se mettre en colère. Il efface les problèmes. » Elle pensa à sa vie, aux services doubles interminables pour payer le loyer et envoyer un peu d'argent à sa mère vieillissante dans le sud. Les cours du soir à l'université qu'elle n'arrêtait pas de commencer et d'arrêter parce qu'elle était toujours trop épuisée pour étudier. Le sentiment rongeant et silencieux qu'elle était destinée à être invisible pour toujours. S'attaquer à Julien Dubois n'était pas seulement David contre Goliath. C'était une fourmi déclarant la guerre à un dieu. Mais ensuite, elle pensa à son père. Elle se souvint de son petit atelier encombré, de l'odeur de l'encre et du parchemin. Elle se souvint de la fierté dans ses yeux quand il lui montrait la différence entre un vrai manuscrit du XVIIIe siècle et un faux habile. Il avait été un homme d'une immense intégrité, un homme qui croyait en la vérité et la beauté. Il avait aussi été une victime. Un partenaire commercial avait contrefait sa signature sur un document de près des années auparavant, menant son petit studio de calligraphie à la faillite et brisant son esprit. La police avait été dédaigneuse. Une petite créance, une affaire civile, avait-il dit. Son père ne s'en était jamais remis. Il était mort 2 ans plus tard, un homme vaincu par un fantôme dans l'encre. En regardant la signature contrefaite de Marc Fournier, Hélène ne voyait pas seulement un document d'entreprise. Elle voyait le fantôme de son père. Elle voyait le même crime désinvolte et arrogant qui avait détruit sa famille se jouer maintenant à une échelle qu'elle pouvait à peine comprendre. Une contrefaçon est une chose morte. La voix de son père était si claire dans sa mémoire. Mais elle peut tuer les vivants. Pourrait-elle vivre avec elle-même si elle ne faisait rien? Si elle laissait Dubois s'en tirer, tout comme l'homme qui avait fait du tort à son père s'en était tiré? Chaque fois qu'elle verrait le visage de Dubois aux informations, chaque fois qu'elle entendrait le nom d'Étau Capital, elle saurait. Elle serait complice de son silence. Son invisibilité, autrefois un outil professionnel, deviendrait une cage morale. Une résolution soudaine et féroce se durcit en elle. C'était terrifiant, mais c'était aussi clarifiant. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de but qui n'avait rien à voir avec son prochain salaire. Elle n'était pas une fourmi. Elle était la fille de son père. La décision était prise.
Avec des doigts tremblants, elle plia soigneusement le papier et le plaça dans sa boîte à gants. Elle n'irait pas à la presse. Il serait acheté ou intimidé. Elle n'irait pas voir un avocat privé. Elle n'en avait pas les moyens, et l'équipe juridique de Dubois pourrait enterrer n'importe quelle poursuite civile pendant des décennies. Elle devait se rendre au seul endroit qui, en théorie, était censé être immunisé contre le pouvoir et l'influence. Elle allait à la police. Le lendemain matin, privée de sommeil mais résolue, Hélène entra dans le hall imposant et stérile de l'hôtel de police de Lyon. L'air sentait le désinfectant et la bureaucratie. L'officier à l'accueil, un homme costaud à l'expression blasée, leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « Je dois signaler un délit », dit Hélène, sa voix paraissant faible dans la pièce caverneuse. « Quel genre de délit ?» grogna l'officier. « Je pense que c'est un faux en écriture et une escroquerie. De très haut niveau. » L'officier la regarda enfin, ses yeux balayant rapidement et avec mépris ses vêtements simples et son visage fatigué. « D'accord, remplissez ça. Quelqu'un vous parlera quand ils seront libres. » Il fit glisser un formulaire sur le comptoir. En le prenant, Hélène sentit la première vague glaçante de la réalité à laquelle elle était confrontée. Elle n'était plus une serveuse invisible. Elle était un témoin. Et dans une ville construite sur le pouvoir, être un témoin contre un roi était le travail le plus dangereux de tous. Elle s'assit sur une chaise en plastique dur, la copie carbone, un feu secret dans son sac à main, et commença à écrire. Pendant 2 heures, Hélène resta assise sur cette chaise inconfortable, observant le balai lent et indifférent du commissariat. Finalement, son nom fut appelé. On la conduisit à un petit bureau encombré où un homme en costume froissé fixait un écran d'ordinateur, un beignet à moitié mangé à côté de son clavier. « Inspecteur Mercier », dit-il, sans proposer de lui serrer la main. Il désigna la chaise en face de son bureau. L'agent d'accueil dit que vous signalez une fraude de haut niveau. Il prononça ces mots avec un sarcasme las, comme s'il avait tout entendu de la part de cinglés et de théoriciens du complot. L'inspecteur Robert Mercier était un homme usé par 25 ans de service. Il avait vu le pire de la ville, et cela lui avait laissé un cynisme profond qui faisait autant partie de son uniforme que son insigne. Il avait une aversion particulière pour les affaires qui touchaient à l'élite de la ville. C'étaient des trous noirs de temps et de ressources, se terminant généralement par un appel téléphonique discret du cabinet du maire ou du procureur lui disant de laisser tomber. « Oui », dit Hélène, essayant de garder sa voix stable. Elle expliqua qui elle était, où elle travaillait, et ce qu'elle avait vu à la table 7. Elle parla clairement et de manière concise, s'en tenant aux faits. Mercier écouta avec une expression vide, prenant occasionnellement une note sur un bloc-notes. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière dans sa chaise, les ressorts gémissant en signe de protestation. « Alors, si je comprends bien, mademoiselle Martel, vous, une serveuse, pensez avoir repéré une contrefaçon faite par l'un des hommes les plus riches du pays en vous basant sur une leçon de calligraphie de votre père. » La condescendance dans sa voix fut un coup physique. « Mon père était un expert, » dit Hélène, ses joues rougissant de colère. « Il m'a appris quoi chercher. La pression, l'hésitation dans le trait. L'analyse graphologique est une science complexe, » la coupa Mercier. Elle nécessite des microscopes, une analyse chimique de l'encre, une spectrographie. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut évaluer à l'œil nu dans un restaurant faiblement éclairé. « J'ai la copie, » dit Hélène en attrapant son sac. « Une copie carbone, » soupira Mercier en se frottant les tempes. « Qualité d'image dégradée. La chaîne de possession est un cauchemar. Vous l'avez prise au restaurant. Les avocats de Dubois soutiendraient que vous l'avez volée, qu'elle est irrecevable. Ils diraient que vous êtes une employée mécontente essayant de lui soutirer de l'argent. » Il la regarda droit dans les yeux. « C'est de ça qu'il s'agit, mademoiselle Martel? Vous espérez un gain financier ?» L'accusation la piqua, mais Hélène soutint son regard. « Non. Je fais ça parce que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'un crime a été commis. » Mercier était sur le point de la congédier, de lui dire de s'adresser à l'AMF ou à un autre organisme qui l'enterrerait inévitablement sous la paperasse. Mais quelque chose l'arrêta. C'était le regard dans ses yeux. Ce n'était pas de la cupidité. Ce n'était pas de l'illusion. C'était une conviction tranquille et têtue. Et cela lui rappela quelque chose. Cela lui rappela l'affaire Callaway, 5 ans plus tôt. Mercier avait été l'enquêteur principal sur une énorme chaîne de Ponzi dirigée par un gourou de l'investissement charismatique. La première personne à tirer la sonnette d'alarme avait été une comptable, une femme tranquille d'âge moyen. Elle était venue le voir avec des registres méticuleux montrant comment les profits étaient truqués. Mercier l'avait cru. Il s'était battu contre ses supérieurs, contre le procureur, et avait monté un dossier en béton. Mais le financier avait des amis haut placés.
L'affaire avait traîné. Des preuves avaient été égarées, des témoins intimidés. À la fin, l'escroc s'en était tiré avec une tape sur les doigts, une amende qui n'était qu'une fraction de ce qu'il avait volé. La comptable avait perdu son emploi, avait été mise sur liste noire dans sa profession et avait fini par déménager, sa vie ruinée pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Cet échec avait aigri Mercier. Il avait juré de ne plus toucher aux affaires de col blanc, préférant la clarté sombre et directe d'un homicide. Mais en regardant Hélène Martel, il vit un fantôme de cette femme. Le même courage tranquille, les mêmes chances impossibles. Il laissa échapper un long et lourd soupir. « Très bien, laissez-moi voir le document. » Hélène déplia soigneusement la copie carbone et la posa sur son bureau. Mercier la ramassa, son expression toujours sceptique. Il sortit une loupe de son tiroir, une affectation démodée qu'il gardait pour examiner les preuves. Il se pencha sur la signature, ses yeux traçant les lignes d'encre. Il n'était pas un expert en graphologie, mais il était un sacré bon flic. Il savait comment chercher les détails. Il vit ce dont elle parlait, l'épaisseur étrangement uniforme des lignes, la légère maladresse dans les courbes. Ce n'était pas une preuve irréfutable, loin de là, mais c'était étrange. C'était assez pour planter une minuscule graine de doute dans le sol aride de son cynisme. Julien Dubois, murmura-t-il pour lui-même, plus pour tester le poids du nom qu'autre chose. Il possède la moitié des politiciens de cette ville. Son avocat principal est Maître Legrand, celui qui a fait acquitter le sénateur Riley de ses accusations de corruption. Ce n'est pas juste une affaire. C'est une déclaration de guerre. Il regarda de nouveau Hélène. Vous comprenez ce que vous faites, n'est-ce pas? Si je commence ne serait-ce qu'à renifler, les gens de Dubois le sauront. Ils s'en prendront à vous. Ils fouilleront dans tous les coins de votre vie pour vous discréditer. Ils essaieront de vous faire renvoyer. Ils feront de votre vie un enfer. Je comprends, dit Hélène, sa voix ne faiblissant pas. Mercier fixa la signature pendant une autre longue minute. Il sentit l'attrait familier d'une énigme, l'instinct de la chasse. Il sentit aussi la terreur froide en se souvenant de l'affaire précédente. Mais renvoyer cette femme lui semblait une trahison du seul principe qui lui restait. Ne pas laisser le petit se faire écraser sans au moins se battre. D'accord, Martel, dit-il, le nom sonnant maintenant moins comme un renvoi et plus comme le début d'un partenariat réticent. Je ne fais aucune promesse. Je n'ouvre pas d'enquête formelle, mais je vais faire quelques recherches préliminaires. Officieusement. Je vais enquêter sur ce Marc Fournier. Voir si je peux le trouver dans sa retraite spirituelle. Je vérifierai quelques données financières. Mais si ça ne donne rien, l'affaire meurt ici, maintenant, et vous partez et oubliez tout ça. Marché conclu? Marché conclu, dit Hélène, une vague de soulagement l'envahissant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ne me remerciez pas tout de suite, grommela Mercier en plaçant la copie carbone dans un sac à preuves en plastique transparent. Vous venez probablement de ruiner ma semaine. Alors qu'Hélène quittait le commissariat, elle sentit une lueur d'espoir, mais elle ne pouvait se défaire de l'avertissement de Mercier. Elle était sortie de l'ombre, et elle savait avec une certitude qui la glaçait jusqu'aux os que le Léviathan allait sentir sa présence, et qu'il tournerait ses yeux froids et calculateurs dans sa direction. Les recherches préliminaires de l'inspecteur Mercier ne commencèrent pas par un coup d'éclat, mais par le tapotement silencieux des touches d'un clavier au cœur de la nuit. Officiellement, il travaillait sur un arriéré d'affaires non résolu. Officieusement, il plongeait dans le terrier du Lapin d'Eto Capital. Il commença par Marc Fournier, l'homme dont la signature était un fantôme sur la copie carbone d'Hélène. Fournier était le cofondateur d'Eto, le visionnaire brillant mais erratique face à l'opérateur impitoyable qu'était Dubois. Publiquement, il formait une équipe parfaite. Mais une recherche sur les blogs financiers et les forums de l'industrie brossait un tableau différent. Il y avait des chuchotements d'une brouille, des rumeurs selon lesquelles Fournier, un partisan de l'investissement éthique, était dégoûté par les tactiques de plus en plus agressives et prédatrices de Dubois. Le bureau de Fournier confirma qu'il était en congé sabbatique prolongé pour une réflexion personnelle au Bhoutan et qu'il était complètement injoignable. Pratique. Mercier vérifia les registres de vol de Fournier. Il s'était bien envolé pour le Bhoutan il y a 3 semaines, mais il n'y avait pas de billet de retour réservé. Ensuite, Mercier porta son attention sur la transaction elle-même. Hélène avait entendu les mots « consolider » et « dernières actions ». Mercier, utilisant l'accès d'un ami à une base de données financières de haut niveau, consulta les déclarations de l'AMF pour Eto Capital. Il le trouva, un formulaire daté du lendemain de la rencontre d'Hélène, documentant le transfert des 20% restants de la participation de Marc Fournier dans l'entreprise à une société holding détenue exclusivement par Julien Dubois. La valeur de la transaction était indiquée comme étant de 5,2 milliards d'euros. L'ampleur de la somme glaça le sang de Mercier. Ce n'était pas juste une querelle d'entreprise.
C'était un roi prenant le contrôle absolu de son royaume. Il vérifia les informations de la société holding. C'était une société écran enregistrée aux îles Caïmans, une manœuvre classique pour masquer la propriété et la responsabilité fiscale. Tout était, en surface, parfaitement légal, en supposant que la signature soit légitime. Il consulta les registres publics pour le notaire, Arthur Clément. Clément était un avocat avec un casier jusqu'alors impeccable, mais au cours de la dernière année, il avait contracté une deuxième hypothèque sur sa maison et avait été poursuivi par un casino de Monaco pour des dettes de jeu. Clément était un homme sous pression financière, un homme qui pourrait être facilement contraint ou soudoyé pour certifier un document douteux. Mercier avait maintenant un mobile, le désir de Dubois d'un contrôle total, un moyen, un avocat désespéré, et une opportunité, l'absence commode de Fournier. Ce qu'il avait d'Hélène était le fantôme d'un crime. C'était un récit convaincant, mais ce n'était encore qu'une histoire. Il lui en fallait plus. Il décida qu'il était temps de reparler à Hélène, cette fois non pas comme une potentielle illuminée, mais comme son unique témoin. Il la rencontra dans un café anonyme, loin de son appartement et du restaurant. « Vous aviez raison », lui dit-il à voix basse. « Les enjeux sont encore plus élevés que nous le pensions. Nous parlons d'un transfert de 5 milliards. » Il vit la couleur quitter son visage. « J'ai besoin que vous repensiez à cette nuit. Avez-vous entendu autre chose? D'autres noms? Des mots spécifiques? N'importe quoi, aussi petit soit-il. » Hélène ferma les yeux, se forçant à retourner dans la salle à manger feutrée et dorée du cénacle. Elle se concentra sur le rythme de leur conversation, les bribes qu'elle avait captées en versant de l'eau et en débarrassant les assiettes. Clément, l'avocat, il semblait inquiet pour autre chose, dit-elle lentement. Pas seulement la signature. Il a mentionné un fonds. Il a dit « Les retombées du fonds argent sont déjà catastrophiques. Ce transfert, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. » Le fonds argent, répéta Mercier, tapant le nom sur son téléphone. Oui. Et Dubois a juste ri. Il a dit quelque chose comme « Argent était un château de cartes qui attendait une brise. » Marc aurait dû le voir venir. Ceci ne fait que nettoyer les dégâts. Les résultats de la recherche de Mercier commencèrent à s'afficher et ses yeux s'écarquillèrent. Le fonds d'opportunité argent était un véhicule d'investissement à haut rendement géré par une filiale d'Eto Capital. Il s'était effondré de manière spectaculaire juste un mois auparavant, anéantissant les économies de milliers de petits investisseurs, des enseignants, des pompiers, des retraités. L'histoire officielle était qu'il avait été victime d'une volatilité imprévue du marché. Les médias avaient dépeint Julien Dubois comme une autre victime, déplorant l'échec du fonds, tandis que ses avocats protégeaient Eto de toute responsabilité directe. Nettoyer les dégâts. Mercier inspira profondément, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté horrifiante. Il ne s'agit pas seulement du vol des parts de son associé par Dubois. Il s'agit d'une dissimulation. Sa théorie se forma, laide et tranchante. Le fonds argent n'a pas été victime du marché. Il a été intentionnellement mis en faillite, pillé par Dubois. Marc Fournier a dû le découvrir. La retraite spirituelle n'était pas des vacances. Fournier était soit détenu quelque part, menacé pour le réduire au silence, soit pire. La signature contrefaite n'était pas seulement pour voler les parts de Fournier. C'était pour autoriser rétroactivement des manœuvres financières qui enterraient l'implication de Dubois dans l'effondrement du fonds argent au fin fond des îles Caïmans, faisant de Fournier le bouc émissaire légal. Julien Dubois n'avait pas seulement volé son associé. Il avait ruiné des milliers de vies et était maintenant en train de piéger le seul homme qui pouvait le démasquer. L'immensité du crime s'abattit sur eux, un silence suffocant dans le café bruyant. Hélène sentit une vague de nausée. C'était tellement plus grand qu'une fausse signature. C'était une toile de dévastation, et elle venait de tomber en son centre. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Nous devons trouver Marc Fournier » dit Mercier, sa voix maintenant dure et déterminée. Le cynisme avait disparu, remplacé par la fureur froide d'un flic qui venait de se voir confier l'affaire de sa vie. Et nous devons le faire avant que les gens de Dubois ne réalisent que nous cherchons. Mais il était déjà trop tard. Sans être vu, un homme en costume sombre était assis dans une voiture de l'autre côté de la rue, un téléobjectif pointé sur leur table. Il abaissa son appareil photo et passa un appel. « C'est la serveuse », dit-il au téléphone. « Elle rencontre un flic. » Dans son bureau aux parois de verre surplombant la ville, Julien Dubois écouta, son expression inchangée. Il mit fin à l'appel, une lueur d'agacement dans ses yeux froids. Le fantôme, semblait-il, commençait à faire du bruit. Il était temps de le réduire au silence. La première secousse arriva 2 jours plus tard. Hélène arriva pour son service au Cénacle et fut accueillie à la porte par le directeur, un Français perpétuellement stressé nommé Jean-Pierre. Hélène,
dit-il en évitant son regard. Nous devons parler. Il la conduisit à son bureau exigu, les murs couverts de critiques encadrées. Et de photos de clients célèbres. Il y a eu une plainte, commença-t-il en tripotant un coupe-papier. D'un client très important. Il a dit que des documents personnels avaient disparu de sa table l'autre soir. Il pense qu'un membre du personnel les a peut-être pris. Le sang d'Hélène se glaça. Il n'a pas dit qui. Il a été très discret, mais son secrétariat a décrit la date, l'heure, la table. C'était votre section, Hélène. La table 7. Jean-Pierre la regarda, son expression un mélange de pitié et d'accusation. Nous devons vous laisser partir. Notre réputation est tout ce qui compte. Nous ne pouvons pas avoir ne serait-ce qu'un murmure d'irrégularité. Mais je n'ai rien volé, protesta Hélène, sa voix s'élevant. Jean-Pierre, je travaille pour vous depuis 8 ans. J'ai les mains liées, dit-il en poussant un dernier chèque de paie sur le bureau. Il y a une généreuse indemnité de départ, à condition que vous signiez un accord de non-divulgation. L'accord de non-divulgation, l'indemnité, il ne s'agissait pas d'un document manquant. C'était de l'argent pour la faire taire. Dubois savait. Il la coupait de la scène du crime, l'isolait et essayait d'acheter son silence. « Je ne signerai pas, » dit Hélène, sa voix tremblant d'une rage qui la surprit. Elle repoussa le chèque. « C'est injuste. »« Sois intelligente, Hélène, » plaida Jean-Pierre, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Ce ne sont pas des gens que l'on combat. Prends l'argent et disparaît. » Hélène sortit du restaurant, l'odeur familière de truffes et de vin lui paraissant maintenant nauséabonde. Elle venait de perdre le travail qui avait été toute sa vie pendant près d'une décennie. Le premier coup avait été porté. Elle appela immédiatement Mercier. « Il sait, » dit-elle, la voix affolée. « Il m'a fait renvoyer. » Restez calme. La voix de Mercier était sombre à l'autre bout du fil. C'est comme ça qu'il opère. L'intimidation par procuration. Ça veut dire qu'on se rapproche. Ça veut dire qu'il a peur. Mais se faire dire que le dragon avait peur n'était qu'un maigre réconfort quand on pouvait sentir sa chaleur sur son visage. La pression monta d'un cran. Quelques jours plus tard, une berline noire élégante s'arrêta à côté d'elle alors qu'elle rentrait de l'épicerie. La vitre teintée se baissa, révélant un homme dans un costume impeccablement taillé. Ce n'était pas Dubois, mais il avait la même immobilité prédatrice. C'était maître Thomas Legrand, l'avocat tristement célèbre de Dubois. « Mademoiselle Martel, » dit Legrand, sa voix douce comme du marbre poli. « Mon client, monsieur Dubois, est un homme généreux. Il comprend que des malentendus peuvent survenir. Il attache également une importance primordiale à la vie privée. Il est prêt à vous offrir un règlement unique de 500 000 € pour vous dédommager de toute confusion que vous auriez pu éprouver. » Hélène le fixa, sans voix. Un demi-million d'euros. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. Cela pourrait changer sa vie. Les factures médicales de sa mère, un nouvel appartement, plus jamais de service double. Tout ce qu'elle avait à faire était d'oublier. Ce règlement serait bien sûr subordonné à un accord juridiquement contraignant de ne jamais discuter de lui ou de ses affaires. Poursuivit Legrand, une pointe d'acier dans le ton, et il exigerait que vous restituiez tout bien que vous auriez pu conserver par inadvertance. Il parlait de la copie carbone. Ce n'était pas seulement de l'argent pour la faire taire. Il essayait de récupérer la seule pièce de preuve physique qu'ils avaient. Elle pensa aux milliers de personnes qui avaient perdu les économies de toute une vie dans le fonds argent. Elle pensa à son père, vaincu et brisé. Elle pensa à Marc Fournier, qui pourrait être en danger de mort. « Je n'ai rien qui appartienne à monsieur Dubois, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Et je ne veux pas de son argent. » Le sourire de Legrand était fin et froid. « C'est une décision regrettable. Les gens qui se mettent en travers du chemin de monsieur Dubois ont tendance à voir leur vie se compliquer. Un conseil, il y a des fantômes qu'il vaut mieux laisser en paix. » La vitre remonta et la voiture s'éloigna en ronronnant, laissant Hélène debout sur le trottoir, son cœur martelant contre ses côtes. Elle avait refusé la carotte. Maintenant venait le bâton. Les complications commencèrent subtilement. Sa demande d'allocation chômage fut rejetée pour « faute grave », citée dans sa lettre de licenciement. Un nouveau poste de serveuse qu'elle avait trouvé lui retira soudainement son offre sans explication. Puis, un soir, en rentrant chez elle, elle découvrit que la serrure de son appartement avait été crochetée par un professionnel. Rien n'avait été volé, mais tout était légèrement déplacé. Un livre bougeait, un tiroir laissé entrouvert. C'était une violation conçue pour terroriser, pour lui faire savoir qu'il pouvait l'atteindre n'importe quand, n'importe où. Le sommeil devint un luxe. Chaque grincement du plancher, chaque voiture qui ralentissait dans sa rue lui envoyait une décharge de peur. Elle se sentait exposée, traquée.
Elle n'était qu'une femme ordinaire, et elle combattait une armée invisible aux ressources illimitées. Le poids du secret devenait insupportable, une pression constante et écrasante. Elle rencontra Mercier dans un parc bondé, tous deux paranoïaques maintenant, parlant à voix basse sur un banc pendant que des enfants jouaient à proximité. « Je ne peux pas faire ça », avoua-t-elle, sa résolution s'effritant. « Il est partout. Il détruit ma vie. J'aurais peut-être dû prendre l'argent. » Mercier la regarda, ses yeux blasés remplis d'un respect sombre. « Ils veulent que vous vous sentiez comme ça. Ils veulent que vous vous sentiez seule et impuissante. C'est comme ça qu'ils gagnent. Mais ils font des erreurs. Vous offrir cet argent, c'est de la subornation de témoins. Fouillez votre appartement. Ça me donne un motif pour obtenir un mandat de surveillance. Ils sont arrogants et ils deviennent négligents. » Il se pencha plus près. « J'ai travaillé une source au ministère des Affaires étrangères. J'ai trouvé Marc Fournier, ou du moins où il est censé être. Il n'est pas dans un monastère au Bhoutan. Les registres de visa étaient falsifiés. Selon les manifestes de vol, il n'a jamais quitté le pays. Dubois le cache quelque part en France. » L'information fut une bombe. Fournier n'était pas seulement incommunicado. Il avait disparu, une possible victime d'enlèvement. « Mais nous n'avons toujours pas assez pour obtenir un mandat contre Dubois, » continua Mercier, la frustration gravée sur son visage. « Le procureur ne touchera pas à ça. Le témoignage d'une serveuse, un associé porté disparu qui pourrait juste être en vacances, et une copie carbone discutable. On se moquerait de lui au tribunal. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut une preuve irréfutable. » L'esprit d'Hélène s'emballa, triant la terreur et la paranoïa, essayant de trouver une pensée claire. Elle retourna à cette nuit au restaurant, à la conversation à laquelle elle avait à peine prêté attention. « Il y avait autre chose, » dit-elle, les yeux écarquillés. Juste à la fin, Clément partait et Dubois lui a dit « Assurez-vous que le grand livre du sérail soit équilibré pour demain matin. Pas de détails qui traînent. » « Le grand livre du sérail ?» demanda Mercier. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, » admit Hélène. « Mais il l'a nommé d'après son domaine. Ça doit être important. Un grand livre. Un registre privé, non officiel. C'était un pari risqué, une aiguille dans une botte de foin. Mais c'était la première chose tangible qu'ils pouvaient chercher. Le fantôme dans l'encre leur avait donné un nom, et ce nom pourrait bien être la clé pour percer toute la conspiration. Le grand livre du sérail devint l'obsession de Mercier. Cela sonnait comme quelque chose sorti d'un vieux film de gangster, le registre secret où les vrais crimes étaient consignés. Mais comment le trouver ? Perquisitionner le domaine d'1 milliard d'euros de Dubois était impossible sans une cause probable écrasante. Leur chance vint d'une direction inattendue, Arthur Clément, l'avocat terrifié. Mercier savait que Clément était le maillon faible. Il le mit sous surveillance, non pas pour recueillir des preuves, mais pour comprendre ses habitudes, ses vulnérabilités. Il vit un homme s'effondrer. Clément buvait beaucoup, faisait des visites nocturnes à des parties de poker à aux enjeux, et perdait. C'était un homme noyé dans les dettes et la peur. Mercier décida de passer à l'action. Il n'approcha pas Clément en tant que flic, mais comme un fantôme de son passé. Il fouilla dans les anciens dossiers de Clément et trouva une affaire pro bono du début de sa carrière, où Clément avait passionnément défendu une famille contre une expulsion frauduleuse. Il avait été un jeune avocat idéaliste. Mercier voulait voir si cet homme existait encore. Il accula Clément à la sortie d'un bar tard dans la nuit. Clément sursauta, pensant qu'on allait le détrousser. « Arthur Clément », dit Mercier calmement, montrant brièvement son insigne. « Nous devons parler. Pas de Julien Dubois. Des gens qui ont tout perdu dans le fonds argent. Des gens comme ceux pour qui vous vous battiez autrefois. » Mercier ne le menaça pas de prison. Il ne lui lut pas ses droits. Il se contenta de parler. Il lui parla d'Hélène, la serveuse, qui avait tout risqué parce qu'elle croyait qu'un crime avait été commis. Il énuméra les noms et les histoires des victimes du fonds argent, les infirmières à la retraite, les mécaniciens, les familles qui avaient perdu leur maison. « Dubois va vous jeter au loup à la seconde où ça tournera mal, Arthur, » dit Mercier, sa voix calme mais implacable. « Vous avez certifié un document contrefait. Vous êtes complice d'une fraude de 5 milliards. Vous pensez qu'il va vous protéger ? Vous n'êtes qu'un détail à régler pour lui. Vous le savez. » Il vit la lueur du conflit dans les yeux injectés de sang de Clément. La peur de Dubois luttait contre la réalisation horrible et naissante de ce qu'il avait fait. « Qu'est-ce que le grand livre du sérail ?» demanda Mercier, jouant sa carte maîtresse. Le visage de Clément devint blanc. Il recula en titubant, secouant la tête. « Je ne peux pas. Il me tuera. »« Il est déjà en train de vous tuer, Arthur, » dit Mercier doucement. « Il le fait juste lentement. »
Mercier donna sa carte à Clément et s'en alla. Il avait planté la graine. Maintenant, il devait attendre de voir si elle germerait. 3 jours angoissants passèrent. Hélène se terrait dans un motel bon marché que Mercier lui avait trouvé, se sentant plus comme une fugitive qu'un témoin. L'attente était une torture. Puis, à 1 heure du matin le 4e jour, le téléphone prépayé de Mercier sonna. C'était Clément, sa voix un murmure étranglé. « Je ne peux pas vivre comme ça, » balbutia-t-il. « Retrouvez-moi. Maintenant. » Ils se rencontrèrent dans un restaurant ouvert toute la nuit. Clément était une épave. Il fit glisser une petite clé USB cryptée sur la table. « La voilà, » dit-il, ses mains tremblant violemment. « C'est le grand livre du sérail. Ce n'est pas un livre physique. C'est un système de comptabilité parallèle entièrement crypté pour sa société holding personnelle. Il m'a obligé à en garder une copie en tant que son conseiller juridique. Il montre tout, l'argent détourné du fonds argent, les pots de vin, les vrais chiffres, tout est là. » Il leur donna ensuite la 2e pièce du puzzle, celle dont ils avaient désespérément besoin. Marc Fournier. Il n'est pas au Bhoutan. Il est dans une clinique de bien-être privée dans les Alpes. Elle appartient à l'une des sociétés écrans de Dubois. C'est plus une prison de luxe. Dubois. Menace la famille de Fournier. Tant que Fournier reste silencieux, ils sont en sécurité. C'était ça. La preuve irréfutable. Clément accepta de témoigner en échange d'une négociation de peine et d'une protection des témoins. Armé du grand livre et du témoignage de Clément, Mercier avait enfin ce dont il avait besoin. Il se rendit directement au parquet national financier, contournant le procureur de Lyon, politiquement compromis. La procureure, une femme vive et ambitieuse nommée Marie Duval, vit l'affaire pour ce qu'elle était, le plus grand crime financier de la décennie. Le grand livre crypté fut déchiffré par des spécialistes de la police, et ce qu'il révéla était d'une audace à couper le souffle. C'était un registre détaillé de la manière dont Dubois avait systématiquement vidé le fonds argent, acheminant l'argent à travers un labyrinthe de comptes offshore avant de le réinjecter dans ses propres projets personnels, y compris la construction continue et exorbitante de son domaine, le sérail. La signature contrefaite était la clé finale, le mouvement qui l'aurait légalement isolé du crime et aurait fait porter tout l'effondrement à son partenaire absent. Pendant que la brigade financière de la police préparait une montagne de mandats, une équipe tactique fut dépêchée en jet privé vers les Alpes. Ils firent une descente dans la clinique de bien-être isolée et trouvèrent Marc Fournier, pâle et amaigri, mais vivant. Il y était détenu depuis des semaines, ses communications coupées, avec des menaces voilées quotidiennes contre sa femme et ses enfants. Quand il vit les agents, il s'effondra et pleura de soulagement. Son histoire corrobora tout, la brouille, sa découverte de la fraude d'argent et l'ultimatum de Dubois. Disparaître tranquillement ou sa famille paierait le prix. Le décor était maintenant planté. La procureure Duval, armée d'un dossier en béton, signa le mandat principal, non seulement pour l'arrestation de Dubois, mais aussi pour la saisie de tous les actifs liés à la fraude. Et l'actif le plus grand, le plus ostentatoire de tous, était le sérail. Mercier appela Hélène à son motel. « Ça y est, » dit-il, une note de triomphe dans sa voix lasse. « Ce soir, on y va. » Hélène ressentit un mélange étourdissant de terreur et de justification. La serveuse invisible avait aidé à faire tomber un roi. Elle demanda à Mercier où aurait lieu la descente. Elle ne voulait pas être proche, mais elle avait besoin de le voir. Elle avait besoin de savoir que c'était réel. Mercier lui donna un emplacement, un point de vue public sur une colline à 1,5 km du domaine, un endroit où les camionnettes des chaînes d'information se rassembleraient inévitablement. Alors que le crépuscule s'installait sur Lyon, une flotte de SUV noirs et de véhicules de police commença à serpenter sur les routes sinueuses des Monts d'Or. Leur mission, forcer les portes d'un palais construit sur des mensonges. Le domaine du sérail était moins un manoir qu'un royaume privé. De son point de vue sur la colline, Hélène pouvait voir la maison principale, une structure à couper le souffle de marbre blanc et de vastes parois de verre, brillant contre le ciel du crépuscule. Elle paraissait sereine, intouchable, un monument à un dieu de la finance. Mais ce soir, c'était un tombeau. Le silence fut rompu par le son lointain des sirènes, un son rarement entendu dans le calme feutré des Monts d'Or. Puis un convoi de véhicules sombres, leurs gyrophares assourdis par la distance, s'engagea sur la route privée menant au domaine. Des hélicoptères de presse, tels des vautours mécaniques, commencèrent à apparaître dans le ciel, leurs projecteurs fendant l'obscurité. Hélène regardait, ses mains agrippant la rambarde métallique froide. Elle retint son souffle alors que le convoi atteignait les portes massives et ornées du sérail. Il y eut une pause. Puis les portes, qui étaient sûrement conçues pour résister à un assaut direct, furent forcées avec un bélier hydraulique sur un véhicule blindé. Le son, même à 1,5 km de distance, fut un craquement définitif.
Le son d'un monde qui se brise. Les véhicules se déversèrent dans l'enceinte. Des lumières clignotèrent sur les pelouses impeccablement entretenues. Hélène ne pouvait qu'imaginer la scène à l'intérieur. Le choc sur le visage de Julien Dubois, un homme qui se croyait au-dessus des lois des simples mortels, alors que des agents fédéraux envahissaient son sanctuaire. Julien Dubois organisait un petit dîner exclusif lorsque la descente a commencé. Il était au milieu d'un toast d'autofélicitation lorsqu'un majordome, le visage cendré, lui murmura à l'oreille. Le sourire confiant de Dubois vacilla pour la première fois. Il se retourna pour voir 2 douzaines d'agents de la brigade financière en tenue tactique inonder son grand hall. La procureure Marie Duval et l'inspecteur Robert Mercier entrèrent derrière eux, leurs visages sombres et déterminés. « Julien Dubois », annonça Duval, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude boursière, escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. » Dubois les fixa, son expression un masque de fureur froide. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire, » siffla-t-il. « Mes avocats vous feront tous renvoyer d'ici demain matin. » « Vos avocats vont être un peu occupés avec leur propre mise en examen, » dit Mercier, ressentant une vague de satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il passa personnellement les menottes au poignet de Dubois. Le clic du métal fut le son le plus fort dans la pièce. Alors qu'ils emmenaient le milliardaire, passant devant ses invités fortunés et stupéfaits, les yeux de Dubois balayèrent le périmètre. Il cherchait la source, la raison de sa chute, incapable de comprendre que ce n'était pas un rival, mais une serveuse. Il ne se souviendrait pas d'elle-même si sa vie en dépendait. Hélène regarda de la colline tandis qu'il le sortait. Même en tant que minuscule silhouette poussée à l'arrière d'un SUV, son arrogance était visible. Le Léviathan avait été capturé. Au cours des jours suivants, l'histoire explosa. Elle fit la une de toutes les chaînes d'information. Les détails du grand livre du sérail, le sauvetage de Marc Fournier, l'ampleur de la fraude du fonds argent. C'était une saga de cupidité et d'orgueil qui captiva la nation. Le gouvernement entama le processus de saisie des actifs de Dubois pour rembourser les milliers de victimes. La pièce maîtresse de cette saisie était le sérail lui-même. Du ruban de police jaune fut tendu sur les grandes portes. Un avis officiel fut placardé sur la porte. Le manoir d'1 milliard d'euros, autrefois symbole d'un pouvoir intouchable, n'était plus qu'une pièce à conviction dans une affaire judiciaire, une scène de crime doré. Le nom d'Hélène ne fut jamais mentionné dans les premiers reportages. Elle était une source anonyme, le témoin protégé par le bureau du procureur. Elle ne voulait ni gloire ni reconnaissance. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver sa vie tranquille. Avec l'aide de Mercier et du programme de protection des témoins, elle fut relogée dans une petite ville de Bretagne, reçut un nouveau nom et assez d'argent d'un fonds d'aide aux victimes pour repartir à zéro. Quelques semaines après l'arrestation, elle reçut un colis. À l'intérieur se trouvait un magnifique stylo plume artisanal et une note écrite sur du papier cartonné, épais dans une écriture élégante et fluide. « Mademoiselle Martel, il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude. Vous avez sauvé ma famille et vous avez donné à des milliers de personnes une chance d'obtenir justice. Ma signature a été contrefaite pour mettre fin à ma carrière, mais votre intégrité a écrit un nouveau chapitre pour nous tous. On m'a dit que vous étiez une connaisseuse de l'écrit. Veuillez accepter ce modeste présent. Puissiez-vous toujours l'utiliser pour écrire votre propre histoire. Avec mes plus sincères remerciements, Marc Fournier. » Des larmes montèrent aux yeux d'Hélène alors qu'elle tenait le stylo. Il semblait équilibré, vivant dans sa main. Elle pensa à son père et aux leçons qu'il lui avait enseignées. Il avait été vaincu par une signature contrefaite, par un petit acte de cupidité resté impuni. Mais son héritage, sa croyance en la vérité d'une ligne, avait survécu en elle. Il avait fait tomber un empire et restauré une petite mesure de justice dans le monde. De la fenêtre de son nouvel appartement, elle regardait un monde qui semblait différent, plus calme, plus sûr. Elle n'était plus invisible. Elle était la femme qui avait vu le fantôme dans l'encre et n'avait pas eu peur de prononcer son nom. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle se sentit vraiment, complètement libre. En fin de compte, l'empire d'1 milliard d'euros de Julien Dubois n'a pas été abattu par un krach boursier ou une OPA hostile. Il a été démantelé par une seule observation, par le courage d'une femme de faire confiance à ce qu'elle voyait et d'honorer la mémoire de son père. L'histoire d'Hélène Martel est un rappel puissant que l'intégrité ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque, mais à la force de vos convictions. Elle prouve que vous n'avez pas besoin d'un titre prestigieux ou d'une position de pouvoir pour faire une différence. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est de prêter attention, de voir les petits détails que tout le monde ignore, et d'avoir le courage de dire la vérité au pouvoir, aussi terrifiant que cela puisse être. Le monde est plein de fantômes dans l'encre, de petites tromperies et d'injustices silencieuses. Mais il est aussi plein de gens comme Hélène, dont la bravoure tranquille peut tout changer.
Qu'avez-vous pensé de l'incroyable histoire d'Hélène? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire aussi inspirante et captivante que nous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel qu'une seule personne peut vraiment faire la différence. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans une histoire qui vous choquera et vous inspirera. Merci de votre écoute.